Et en principe, quand vous faites un examen des mains, faites un examen global des membres supérieurs en demandant à votre patient de se déshabiller. On fera plusieurs temps pour l'examen. Je crois que le premier temps c'est l'inspection et on va voir ce qu'il faut regarder en particulier. Deuxième temps, la palpation des structures ostéo-articulaires. Et puis ensuite, l'examen de la mobilité des différentes zones articulaires de la main. Et puis on complétera par un examen neurologique à minima, toujours indispensable, et quelques données de base sur l'examen vasculaire. Donc vous savez que la main est un organe utile pour informer le système nerveux central sur ce qui se passe dans l'environnement, et c'est un organe bien sûr indispensable pour les activités de préhension et pour les activités de communication. Toujours se renseigner sur la main dominante, la main gauche. Voilà, donc ça s'appelle les gauchères. Et puis commencer dans un premier temps par une inspection globale de la main, de la peau et des ongles. Pas d'anomalie ici particulière. En cas de tuméfaction articulaire, on peut voir des gonflements et une distension des plis. On peut voir pour les tuméfactions articulaires sur métacarpophalangienne un comblement de cet espace intermétacarpien. Et puis pour les tuméfactions des interphalangiennes proximales ou des interphalangiennes distales, là aussi une distension des plis et une tuméfaction globale de l'articulation. Donc toujours une inspection un petit peu globale au repos. Si on passe maintenant sur la face palmaire, on regarde toujours la coloration cutanée, on la voit bien sur la pulpe des doigts avec des petits signes, petites anomalies, un petit picoté de rouge et de blanc qui est normal chez tout le monde et qui ne traduit pas particulièrement des anomalies vasculaires. Vous savez que dans certains cas, on peut avoir des anomalies vasculaires patentes, avec notamment les phénomènes de Raynaud, les doigts qui deviennent blancs, puis bleus, puis rouges au froid. Et il faut toujours poser ce type de questions aux patients. Toujours regarder sur la paume de la main si on ne voit pas de rétraction de l'aponévrose palmaire. Là, on ne la voit pas, mais dans certaines maladies, comme une maladie qui s'appelle la maladie de Dupuytren, on peut avoir une rétraction de l'aponévrose palmaire qui prédomine le plus souvent au début sur le 4e et le 5e doigt, donc avec un aspect en flexion des doigts et puis une aponévrose palmaire qui apparaît au-dessus des tendons fléchisseurs. Donc, inspection un petit peu générale, quelques zones particulières à l'inspection qui peuvent traduire des pathologies éventuellement neurologiques ou musculaires. Les éminences ténars ici, court abducteur, court fléchisseur opposant du pouce, avec une innervation essentiellement par le nerf médian. Toujours un examen bien sûr de la main comparatif, notamment de ces régions, pour s'assurer qu'il n'y ait pas une fonte musculaire, une amyotrophie d'un côté. Cette partie ici sur le bord ulnaire avec l'éminence hypoténar qui elle dépend du muscle abducteur, notamment du 5 qui dépendent du nerf cubital, et on peut avoir aussi en cas d'atteinte du nerf cubital ou de la racine C8 une fonte musculaire dans ce secteur-là. Dernière chose que j'ai oublié de vous signaler, sur le dos de la main, entre les métacarpiens, toujours regarder ces espaces, puisqu'il y a les muscles interosseux, et si jamais on a une atteinte du nerf cubital, par exemple, on peut avoir une fonte de ces muscles interosseux, donc toujours regarder l'aspect général, on l'a dit, de la peau, des ongles, des articulations, et puis ensuite des principaux reliefs musculaires. Deuxième temps, la palpation, et donc il faut essayer de palper de façon un petit peu systématique l'ensemble des structures anatomiques de la main. Qu'est-ce qu'on peut palper ici au poignet? Eh bien, d'une part, la styloïde ici radiale, de ce côté, la styloïde ulnaire, cubitale. Donc la palpation globale du poignet, en faisant cette petit bracelet autour du poignet qui peut réveiller des douleurs. La palpation de la racine de la colonne du pouce et de la racine du premier métacarpien, de l'articulation avec les os du carpe, de la trapézo-métacarpienne, et on peut palper cette région ici et réveiller les douleurs à la palpation ou à la mobilisation de la colonne du pouce ici sur la trapézo-métacarpienne. La palpation des métacarpiens qui vont donc ici du carpe aux métacarpophalangiennes, on peut les palper un par un. Le relief osseux ici qu'on sent de façon très très nette. Et quand on a une douleur du dos de la main, il faut toujours les palper un par un, s'assurer qu'il n'y ait pas de douleur provoquée. La palpation ensuite des métacarpophalangiennes, et on les palpe une par une. Métacarpophalangienne du pouce, métacarpophalangienne de l'index,
du majeur, de l'annulaire et de l'auriculaire. Et on la palpe, vous voyez, en pinçant la métacarpophalangienne entre le pouce et l'index. La palpation des interphalangiennes du pouce, et là on pince entre le pouce et l'index, mais sur les faces latérales, ici, deuxième, troisième, quatrième, cinquième doigt. De la même manière, on peut palper aussi les interphalangiennes, et entre les articulations, bien sûr, la première phalange, la deuxième phalange, et puis la phalangelle. On peut palper aussi certains tendons en mobilisant un petit peu la main. C'est important de les palper parce qu'ils peuvent être le siège d'atteintes inflammatoires ou dégénératives. On peut palper ici sur le bord radial du poignet et de la main les tendons extenseurs du pouce. Relève ton pouce, ici, très bien, pour lâcher. On peut palper tendons extenseurs du poignet et surtout des doigts. On peut les palper ici, mais il faut les mettre en tension pour pouvoir les palper. Et puis ensuite, on peut essayer de palper l'aponévrose palmaire et en dessous les tendons fléchisseurs entourés de leur gaine. Fléchis les doigts, ouvre la main. Normalement, on ne sent rien de particulier. Et si on a une inflammation ou une atteinte soit de l'aponévrose, soit de la gaine des tendons, on peut avoir une sensation anormale. On peut aussi palper pour les ténosynovites sur les fléchisseurs, le corps charnu ici, de la face ventrale de la première phalange. Normalement, c'est bien souple et ça fait pas mal. Si jamais on a une ténosynovite des fléchisseurs, cette région peut être douloureuse. Donc on a vu déjà la mobilité active, une flexion qui est harmonieuse, un enroulement des doigts, une saillie ici de la tête du troisième métacarpien et du deuxième métacarpien, c'est normal, et une flexion ici qui est complète. On peut ensuite regarder de façon globale la flexion ventrale, voilà, amener le poignet vers le bas, tu peux fléchir les doigts pour le faire. La flexion dorsale, très bien, du poignet. On peut regarder les inclinaisons radiales, amène le poignet en dedans, et les inclinaisons cubitales, très bien. Et puis ensuite, on peut regarder l'extension des doigts, extension active, soit l'extension globale du pouce, soit l'extension, en bloquant la colonne du pouce, uniquement de la deuxième phalange du pouce. Pour les doigts, de la même manière, on peut regarder l'extension globale des doigts, avec ou sans résistance. Et puis ensuite, on peut tester en particulier l'extension de la première phalange avec les doigts fléchis de cette manière. Vas-y. Très bien, et on peut le faire bien sûr sur les doigts, il faut le faire un par un, un peu pareil de ce côté, sur celui-ci, et sur l'auriculaire pour terminer. D'accord, donc extension du poignet, flexion radiale, flexion ulnaire, extension globale du pouce, extension globale des doigts, et extension en particulier de P1 sur les métacarpiens. La flexion du pouce et en particulier la possibilité pour étudier la colonne du pouce des mouvements d'opposition de la pulpe entre le pouce et l'index, on le reverra tout à l'heure pour l'examen neurologique, mais c'est important de regarder la mobilité de la colonne du pouce et la possibilité d'opposer la pulpe du pouce à la pulpe de tous les autres doigts et même d'aller un petit peu plus loin pour bien regarder la mobilité du pouce en essayant de ramener jusque sur ici les plis palmaires quand on a une mobilité normale du pouce. Ensuite, la flexion des doigts. On peut regarder dans un premier temps uniquement la flexion de la troisième phalange en bloquant les deux autres. Très bien. On teste doigt par doigt. Très bien. Ici. Parfait. Ici. Parfait. Et puis ensuite, on peut regarder la flexion plus globale des doigts. Vas-y, fléchis tes doigts le plus possible en testant ici contre résistance avec une flexion ici, on l'a revu tout à l'heure, qui est complète. Bon, et pour la mobilité du poignet et de la main, ne pas oublier la mobilité de la main fait intervenir les articulations radio-cubitales supérieures au coude et radio-cubitales ou radio-ulnaires inférieures au poignet. Et donc toujours penser à examiner la pronosupination. On peut serrer la main à son patient et lui demander de relever la main, la supination, en partant de la position neutre. Et puis lui demander d'amener la paume de la main vers le bas pour la pronation. Et vous voyez que normalement on a une supination qui est de l'ordre de 90 degrés et une pronation qui est de l'ordre de
90 degrés. Quelques tests particuliers, notamment douleurs fréquentes ici sur le bord radial du poignet, diagnostic différentiel avec les douleurs de la racine du pouce, la possibilité de tendinite ici, avec notamment la tendinite de De Quervain qui concerne les tendons abducteurs et extenseurs du pouce ici, qui sont responsables de douleurs ici sur le bord radial du poignet. Et on peut sensibiliser la recherche de signes de tendinite en étirant, comme pour toute tendinite, les tendons et en faisant cette manœuvre qu'on appelle la manœuvre de Fickeltin, qui réveille la douleur sur la zone spontanément douloureuse chez le patient. Qu'est-ce qu'il faut faire ensuite? Il faut faire un examen neurologique à minima parce que c'est essentiel pour des douleurs de la main. Et si on veut rester simple, on peut regarder d'une part la sensibilité et puis ensuite la motricité pour chacun des nerfs principaux de la main. Premier temps, le territoire sensitif du nerf radial, c'est en principe ici le premier espace, première commissure ici sur la face dorsale. Donc toujours un examen comparatif en demandant si on sent bien dans cette région, tu sens correctement. On le fait ici de façon grossière, mais idéalement, si jamais on suspecte une anomalie dans le territoire sensitif du nerf radial, il faut prendre une aiguille et faire le piqué touché pour être un petit peu plus discriminant. Deuxième territoire sensitif à connaître sur la face palmaire, cette partie ici de l'index pour le nerf médian. Pareil, sensibilité grossière et puis ensuite sensibilité à l'aiguille avec le toucher piqué. Troisième partie, bien ici, le territoire du nerf cubital avec le bord cubital de la main et de l'auriculaire qui est le territoire sensitif du nerf cubital. Si jamais maintenant on veut tester de façon segmentaire ces nerfs, et bien pour le médian, une façon simple, c'est de tester, comme on l'a fait tout à l'heure, l'opposition pulpe à pulpe entre le pouce et l'index, et on peut voir si la force est bonne en tirant ici sur cet anneau, et c'est solide, ça tient bien. Pour le cubital, on peut regarder l'abduction de l'auriculaire, vas-y, écarte bien l'auriculaire, et on fait toujours un examen comparatif, et qu'est-ce qu'on voit? On voit ici la mise en tension de l'éminence hypothénare. Voilà, dernière chose pour le radial, et bon, on peut tester globalement l'extension des poignets. Voilà, flexion dorsale du poignet, des deux côtés, spontanément et puis contre-résistance. Pour compléter l'examen neurologique, toujours penser à la possibilité de syndrome canalaire, c'est-à-dire de compression d'un tronc nerveux dans un canal ostéofibreux. C'est le cas à la main pour la compression du nerf médian dans le canal carpien. On l'a vu tout à l'heure, le nerf médian assure la sensibilité, notamment ici de la face palmaire de l'index et puis aussi du majeur. On a vu que le nerf médian permettait l'opposition de la pulpe entre le pouce et l'index, donc on testera bien sûr ça. On regarde en particulier la trophicité de l'éminence ténare, puisqu'on a vu que le nerf médian était le principal nerf innervant les muscles de l'éminence ténare, voilà, qu'on peut regarder en refaisant la pince bien sûr, ou en demandant au patient de venir toucher votre pouce que vous mettez vers le haut comme cela, voilà, bien fort, et vous voyez ici la trophicité de l'éminence ténare. Dernière chose, quand on a une forme sensitive pure de canal carpien, avec uniquement quelques paresthésies et des fois quelques petits troubles sensitifs, on peut essayer de réveiller les douleurs de la main que le patient décrit en principe dans les 3 premiers doigts en tapant ici sur la face ventrale du canal carpien, ce qu'on appelle le signe de Tinel, ou deuxièmement en réalisant la manœuvre de Fallen en faisant une flexion palmaire prolongée. Il faut rester 1 minute comme ça, éventuellement sensibilisant les choses en appuyant en plus sur ici le canal carpien. Cette manœuvre réveille les paresthésies dans le territoire du nerf médian. Deuxième possibilité, syndrome canalaire à la main, la compression du nerf ulnaire, branchistal du nerf ulnaire ici au canal de Guyon, avec la possibilité de paresthésie sur le bord cubital de la main, d'une hypoesthésie dans ce secteur, et la possibilité de réveiller là aussi les douleurs et des paresthésies dans le territoire du cubital en tapant ici en regard du passage du nerf cubital au poignet. Dernière phase de l'examen neurologique, on a vu l'examen sur l'axe des troncs nerveux. On peut toujours penser aussi à l'examen
neurologique en termes de racines nerveuses, avec là encore un territoire sensitif et une force motrice attestée segmentairement. Pour ce qui est des territoires sensitifs, pour les membres supérieurs, vous savez que la racine C5 pour les racines du plexus brachial concerne essentiellement la face externe de l'épaule du bras, la racine C6, la face externe de l'avant-bras et les deux premiers doigts, la racine C7, l'ensemble de la face dorsale du membre supérieur de la main et des doigts, la racine C8, les deux doigts, l'auriculaire et l'annulaire et le bord cubital de l'avant-bras, et la racine T1 ensuite sur le versant interne médial du bras. Dernière chose, toujours complétée par un examen vasculaire, on l'a dit tout à l'heure sur l'aspect de la peau d'une part et la coloration cutanée. On peut regarder le temps de la recoloration des doigts après avoir comprimé les capillaires. On voit que la recoloration se fait rapidement. Il faut toujours palper au minimum le pouls radial, ici, dans la gouttière radiale. On le sent bien. Le pouls ulnaire, qu'on sent très bien ici. Voilà, je vous remercie.